Bonjour chers internautes du GFM, nous sommes avec le docteur Karim Diop, chargé des sous-bénéficiaires du projet RS et FM. Bonjour docteur. Bonjour. Dans le cadre de la Journée internationale des enfants orphelins du sida, quel bilan faites-vous de la situation des orphelins porteurs du virus? Bien, je vous remercie de cette invitation. Vous savez que de façon générale, les orphelins constituent aujourd'hui un défi pour la plupart des programmes. Parce que déjà, lorsqu'on parle de VIH-Sida, on se rend compte en tout cas que dans la plupart des pays, en tout cas des pays où la prévalence est très forte, on se rend compte que la proportion d'orphelins est assez importante. Pourquoi? Parce que tout simplement, le VIH-Sida a tendance à agir vers les personnes qui sont actifs. Et donc, du coup, puisque la mortalité peut être importante, on retrouve des orphelins. Alors, au Sénégal, nous avons une proportion d'environ 7700 enfants qu'on peut considérer comme étant des orphelins. Comment se passe la prise en charge? Écoutez, la prise en charge des orphelins, elle est intégrée à la prise en charge des enfants qui sont vivant avec le VIH. On peut considérer que parmi les orphelins, qu'il y a des orphelins qui sont infectés, mais il y a également des orphelins qui sont affectés. Donc les deux situations sont à prendre en charge. Pour les enfants qui sont infectés, ils sont pris en charge dans le cadre du programme de lutte, n'est-ce pas, à savoir à travers donc des centres qui peuvent être spécialisés, donc des centres de pédiatrie, comme peut en exister ici à Dakar, au niveau de l'hôpital d'Enfants Albert Royer, ou bien auprès de centres au niveau de la banlieue, comme au niveau de Guédiawaye, avec l'appui d'ONG comme Synergie pour l'enfance. Mais également, cette prise en charge est disponible dans tous les centres régionaux, mais également au niveau des districts. Et aujourd'hui, au Sénégal, nous avons plus de 100 centres, environ 106 centres, n'est-ce pas, qui proposent une prise en charge pédiatrique pour les enfants qui sont infectés par le VIH-Sida. Donc ça passe par d'abord le dépistage de ces enfants-là, et ensuite une prise en charge par les antirétroviraux, si leur état sanitaire le nécessite, mais également un accompagnement de ces enfants sur les volets sociaux. Alors, il y a également ce qu'on appelle des enfants affectés, qui peuvent ne pas être infectés par le VIH-Sida, mais qui peuvent être affectés parce qu'ils ont perdu un ou les deux parents. À ce moment-là, évidemment, ça se traduit par, malheureusement, des difficultés sur le plan social pour pouvoir assurer la prise en charge scolaire, la prise en charge également de la vie, de façon générale, la nourriture, les vêtements, etc. Donc là, c'est un peu plus difficile. Ça dépasse le cadre peut-être de notre prise en charge ici au niveau de la division SIDA. Et c'est là que des ONG interviennent. Vous avez des ONG comme Synergie pour l'enfant, je l'ai dit. Vous avez également une ONG comme AAZ qui s'occupe de ces enfants-là, essaie de les scolariser. Donc il y a des appuis à travers ce qu'on appelle des bourses scolaires qui sont proposées pour les enfants qui sont dans le cadre d'un cursus scolaire, mais également un accompagnement social, l'organisation d'arbres de Noël, etc. Donc on essaie de les insérer dans le tissu social. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la prise en charge de ces orphelins? Voilà, comme je l'ai dit tantôt, déjà, à partir du moment où on perd un ascendant, ça se traduit par des difficultés qui peuvent être, comme j'ai dit, d'emblée, la déperdition scolaire. Il faut pouvoir assurer que l'enfant aille à l'école, son transport, et donc les bourses scolaires sont une solution qui est proposée pour pouvoir effectivement garder l'enfant dans le cadre scolaire. Mais parfois, c'est des difficultés d'ordre vital, se nourrir, s'habiller. Pour les enfants qui sont infectés également, le fait d'avoir des petites maladies à répétition font que ces enfants sont en retard scolaire. Il y a également la malnutrition, qui est un problème extrêmement important, qui font donc que les enfants parfois ont des retards sur le plan staturo-pondéral, donc pour le fait de grandir. Cette malnutrition-là est quand même un problème sérieux sur lequel on essaie évidemment de se battre. Quel est le taux de prévalence du sida au Sénégal? Alors, pour le sida au Sénégal, nous avons une prévalence, d'après les résultats de l'enquête démographique de santé,
une moyenne de 0,7%. Mais cette moyenne de 0,7% traduit ce qu'on appelle des disparités. Vous avez des disparités entre les hommes et les femmes. Donc les femmes sont plus infectées que les hommes. Donc on a une répartition de 8-5, donc un ratio de 1,6 en défaveur des femmes, malheureusement. Nous avons également une répartition géographique inégale, puisqu'on se rend compte que vers le sud du pays, notamment dans les régions comme Kolda, nous avons une prévalence qui est de 2,6, mais nous avons également, à Kédougou également, une prévalence de 1,7. Donc, dans le sud du pays, nous avons des prévalences plus élevées que la moyenne du reste du pays. Nous avons également, dans certains groupes, des prévalences élevées. Je vais y arriver. Les travailleuses du sexe, donc les femmes qui travaillent du sexe, et les professionnels du sexe, nous avons une prévalence qui est d'environ 20%, 19,8%. Nous avons des prévalences élevées auprès des hommes qui ont des rapports avec les hommes, une prévalence d'environ 21,5%, et une prévalence également élevée chez ce qu'on appelle les injecteurs de drogue, une prévalence de 9,4%. Alors, ces prévalences sont élevées dans le sud du pays. D'abord, je parle de la répartition géographique, parce que tout simplement, nous sommes dans des zones qui sont... vous avez par exemple Kédougou, c'est la zone des orpailleurs, vous voyez. Vous avez également dans le sud du pays des pays limitrophes pour lesquels les programmes de lutte contre le VIH/SIDA n'ont pas cette même force, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Gambie. Vous avez une zone d'instabilité également sur le plan de la rébellion, n'est-ce pas, et des passages, des mouvements transfrontaliers très fréquents. Concernant maintenant les groupes vulnérables, là aussi, bon, on a des groupes passerelles, comme les travailleurs du sexe, etc. Bon, donc là, on a des prévalences très élevées. Donc il faut faire attention, parce que tout simplement, il faut prendre en charge ces groupes-là pour éviter de contaminer la population de façon générale. Quelle est le sens et les portées de cette journée? Écoutez, je pense qu'il faut que le sens d'avoir une journée, il faudrait que l'attention des populations et de tout le monde, commencer déjà par les médias, porte sur ces enfants-là. Comme je l'ai dit, avec l'appui d'ONG comme Synergie pour l'enfance, mais également cette prise en charge est disponible dans tous les centres régionaux, mais également au niveau des districts. Et aujourd'hui, au Sénégal, nous avons plus de 100 centres, environ 106 centres, n'est-ce pas, qui proposent une prise en charge pédiatrique pour les enfants qui sont infectés par le VIH/SIDA. Donc ça passe par d'abord le dépistage de ces enfants-là, et ensuite une prise en charge par les antirétroviraux, si leur état sanitaire le nécessite, mais également un accompagnement de ces enfants sur les volets sociaux. Alors, il y a également ce qu'on appelle des enfants affectés, qui peuvent ne pas être infectés par le VIH/SIDA, mais qui peuvent être affectés parce qu'ils ont perdu un ou les deux parents. À ce moment-là, évidemment, ça se traduit par, malheureusement, des difficultés sur le plan social pour pouvoir assurer la prise en charge scolaire, la prise en charge également de la vie, de façon générale, la nourriture, les vêtements, etc. Donc là, c'est un peu plus difficile. Ça dépasse le cadre peut-être de notre prise en charge ici au niveau de la division SIDA. Et c'est là que des ONG interviennent. Vous avez des ONG comme Synergie pour l'enfant, je l'ai dit. Vous avez également une ONG comme AAZ qui s'occupe de ces enfants-là, essaie de les scolariser. Donc il y a des appuis à travers ce qu'on appelle des bourses scolaires qui sont proposées pour les enfants qui sont dans le cadre d'un cursus scolaire, mais également un accompagnement social, l'organisation d'arbres de Noël, etc. Donc on essaie de les insérer dans le tissu social. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la prise en charge de ces orphelins? Voilà, comme je l'ai dit tantôt, déjà, à partir du moment où on perd un ascendant, ça se traduit par des difficultés qui peuvent être, comme j'ai dit, d'emblée, la déperdition scolaire. Il faut pouvoir assurer que l'enfant aille à l'école, son transport, et donc les bourses scolaires sont une solution qui est proposée pour pouvoir effectivement garder l'enfant dans le cadre scolaire. Mais parfois, c'est des difficultés d'ordre vital.
se nourrir, s'habiller. Pour les enfants qui sont infectés également, le fait d'avoir des petites maladies à répétition font que ces enfants sont en retard scolaire. Il y a également la malnutrition, qui est un problème extrêmement important, qui font donc que les enfants parfois ont des retards sur le plan staturo-pondéral, donc pour le fait de grandir. Cette aide nutritionnelle est quand même un problème sérieux sur lequel on essaie évidemment de se battre. Quel est le taux de prévalence du sida au Sénégal? Alors, pour le sida au Sénégal, nous avons une prévalence, d'après les résultats de l'enquête démographique de santé, une moyenne de 0,7%. Mais cette moyenne de 0,7% traduit ce qu'on appelle les disparités. Vous avez des disparités entre les hommes et les femmes. Donc les femmes sont plus infectées que les hommes. Donc on a une répartition de 8-5, donc un ratio de 1,6 en défaveur des femmes, malheureusement. Nous avons également une répartition géographique inégale, puisqu'on se rend compte que vers le sud du pays, notamment dans les régions comme Kolda, nous avons une prévalence qui est de 2,6, mais nous avons également, à Kédougou également, une prévalence de 1,7. Donc, dans le sud du pays, nous avons des prévalences plus élevées que la moyenne du reste du pays. Nous avons également, dans certains groupes, des prévalences élevées. Je vais y arriver. Les travailleuses du sexe, donc les femmes qui travaillent du sexe, et les professionnels du sexe, nous avons une prévalence qui est d'environ 20%, 19,8%. Nous avons des prévalences élevées auprès des hommes qui ont des rapports avec les hommes, une prévalence d'environ 21,5%, et une prévalence également élevée chez ce qu'on appelle les injecteurs de drogue, une prévalence de 9,4%. Alors, ces prévalences sont élevées dans le sud du pays. D'abord, je parle de la répartition géographique, parce que tout simplement, nous sommes dans des zones qui sont... vous avez par exemple Kédougou, c'est la zone des orpailleurs, vous voyez. Vous avez également dans le sud du pays des pays limitrophes pour lesquels les programmes de lutte contre le VIH/SIDA n'ont pas cette même force, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Gambie. Vous avez une zone d'instabilité également sur le plan de la rébellion, n'est-ce pas, et des passages, des mouvements transfrontaliers très fréquents. Concernant maintenant les groupes vulnérables, là aussi, bon, on a des groupes passerelles, comme les travailleurs du sexe, etc. Bon, donc là, on a des prévalences très élevées. Donc il faut faire attention, parce que tout simplement, il faut prendre en charge ces groupes-là pour éviter de contaminer la population de façon générale. Quelle est le sens et les portées de cette journée? Écoutez, je pense qu'il faut que le sens d'avoir une journée, il faudrait que l'attention des populations et de tout le monde, à commencer déjà par les médias, porte sur ces enfants-là. Comme je l'ai dit, un enfant qui est à l'aube de la vie et qui a l'objectif quand même de s'insérer dans la vie, un enfant qui est infecté ou qui est affecté, déjà, ses chances de s'insérer sont faibles. Donc nous devons redoubler d'efforts, renforcer la solidarité entre nous et faire en sorte que ces enfants-là soient accompagnés. Un enfant qui perd ses parents n'a plus le soutien nécessaire pour pouvoir gravir les défis de la vie. Et donc il faut que nous nous organisions, il faut qu'on fasse en sorte de porter une attention particulière, de pouvoir apporter les moyens nécessaires pour ne pas les oublier, parce que souvent, malheureusement, c'est des gens oubliés. Je vous ai dit que la malnutrition, c'est un problème sérieux. Donc nous, on mange et on laisse les autres. Des problèmes de transport, des problèmes de soins médicaux, et également d'insertion. Il faut qu'ils puissent, même s'ils ne sont pas dans un stade scolaire, qu'ils puissent faire un apprentissage, qu'on puisse les accepter dans les salons de coiffure, dans les salons de couture, qu'en tout cas, ils aient le droit de jouir de leur santé comme les autres enfants. Et je donne un exemple très simple. L'image la plus belle, c'est de voir l'enfant jouer. Malheureusement, quand vous voyez ces enfants-là, ils ne jouent pas. Et ça, c'est malheureux. Donc le sens d'une journée pareille, c'est de faire en sorte qu'un jour, comme les autres, ces enfants-là puissent jouer. Merci, M. Diop. C'est moi.